Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Vous êtes tous là, c'est très bien. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais avoir un peu de bruit. Attendez, je vais essayer de calmer les choses. Vous m'excuserez 2 minutes, j'arrive parce qu'il faut que je calme un bruit. Attendez-moi, ne partez pas. Moi, je suis là. Je suis en direct avec mes étudiants. Merci. Est-ce que vous êtes là? Bien. Alors, nous allons travailler aujourd'hui les caractères de la règle de droit. Et je voudrais aussi vous dire que ce que je vous envoie comme polycope, comme document, comme lien audio, c'est pas pour que vous les classiez. Il faut écouter, il faut prendre des notes, faire des fiches. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Malheureusement, compte tenu de la pandémie, on ne peut pas faire autrement. J'aurais aimé vous voir dans l'amphi, parler avec vous, mais Radullah, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut se contenter de ce que nous avons aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a au moins ce canal de communication pour qu'on puisse avancer. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé, je vous ai dit que la règle de droit, elle était normative, générale et obligatoire. Normative, ça veut dire il y a une norme juridique. Cette norme juridique, elle est très importante. La norme, ça veut dire établie par une autorité publique. Ça veut dire que c'est l'État qui établit la norme. Ce n'est pas l'individu qui établit la norme, mais c'est l'État en tant que puissance publique, en tant qu'institution, d'accord, qui établit cette norme. Et quand je dis l'État qui établit, ce n'est rien d'autre que le législateur, par exemple, qui établit des lois. Des lois qui sont impératives ou supplétive. La dernière fois, on avait vu cette différence. Donc, quand elle est impérative, elle est d'ordre public. Ça veut dire que l'État ne vous demande pas, s'il vous plaît, de faire ou de ne pas faire, mais il vous commande. Donc, c'est un commandement, d'accord? Ce sont des prescriptions, d'accord? Ce sont des ordres qu'on vous demande de faire ou de ne pas. Il vous est interdit de faire ceci, cela. Il est interdit de faire et il vous est permis de faire ceci, cela. On ne vous demande pas votre avis, mais on vous prescrit certains comportements dans la vie, dans un phénomène social qui est la société.
La règle de droit, elle est générale. La dernière fois, je vous ai dit que la règle de droit, elle est générale parce elle touche tout le monde, elle est permanente, d'accord? Et elle est impersonnelle. Ça veut dire que quand il y a une loi qui sort, par exemple, elle sortira pour tout le monde, d'accord? Il est interdit de manger carême, Ramadan, pendant le mois sacré. Eh bien, c'est pour tout le monde. Maintenant, il y a des exceptions, les malades, etc. Il faut qu'ils justifient par un extrait, par un certificat médical. La règle de droit, elle est donc normative, elle est générale et elle est aussi obligatoire. Ça veut dire que si vous ne la respectez pas, eh bien tout simplement, vous allez avoir sur le dos des sanctions. Et la dernière fois, je vous ai dit que la sanction constitue les dents d'une règle de droit. S'il n'y a pas la sanction au bout de la règle de droit, ça veut dire que je ne suis pas devant une règle de droit, mais je suis devant une règle religieuse, une règle morale, d'accord, qui appelle beaucoup plus, qui fait appel beaucoup plus à la conscience qu'à la sanction. C'est très important. Et là, c'est toute la différence je vous ai envoyé dans le papier entre la morale et la règle de droit. Et je vous ai dit que la dernière fois que la règle de droit externe, et c'est l'État qui fait cette sanction, qui établit la sanction. Et la dernière fois, on avait parlé de ces diverses sanctions, à savoir civile, pénale et administrative. Et je vous ai dit que l'exécution de la sanction, elle se fait par des tribunaux, par la police. Donc, vous voyez bien que la sanction, elle est assez établie dans la société. Et puis, la différence avec la morale, c'est que la morale, il n'y a pas de sanction. La sanction, elle est interne, elle n'est pas externe, et c'est votre conscience qui constitue une sanction. D'accord? Et la dernière fois, je vous ai dit également que la règle de droit, elle est assez particulière parce que maintenant on sait comment elle est caractérisée, cette règle de droit. On va rentrer un peu plus et on se dit, mais en fait, pourquoi la règle de droit, elle est comme ça? Pourquoi elle est normative, elle est générale et elle est obligatoire? Donc le pourquoi, c'est parce que la source, et c'est ce qui va faire aujourd'hui l'objet de notre cours, la source de la règle de droit, elle est assez particulière et je dirais même originale. Pourquoi on parle de la source? La source, ça veut dire l'essence même de la règle de droit. D'où elle sort, la règle de droit? La règle de droit, comme a dit certains auteurs, notamment l'auteur Ripper, qui est un grand juriste, il dit que on entend par source, c'est toute source créatrice du droit. Ça veut dire que la source, c'est tout ce qui peut créer le droit. Voilà ce qu'on entend par la source. Pardon, excusez-moi. Voilà ce qu'on entend par la source. La source, donc, c'est toute source créatrice du droit. Ça veut dire les droits, c'est tout ce qui est donné profond. On peut parler de la religion, on peut parler de la morale, on peut parler de la politique. Tout ça, ce sont des sources qui peuvent créer le droit. Et quand on regarde un peu plus le terme source, eh bien, c'est le mode de formation ou de création. Par quoi? Par la loi. C'est ce qui m'amène à vous parler de la loi. Donc, c'est tout ce que la loi va faire constitue une source d'une règle de droit. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la loi, finalement? Est-ce que la loi, c'est le législateur? Est-ce que la loi, c'est ce que la société dégage comme tradition, comme coutume? Est-ce que la loi, est-ce que c'est le gouvernement qui fait des règlements? Et donc, il y a une distinction donc très profonde entre la loi et le règlement. Et on se dit finalement, ces sources de droit qui sont créateurs de lois, de règles, ils peuvent être aussi classiques, traditionnels que modernes. Puisqu'on peut dire que la loi, que la source d'une règle de droit peut être une coutume. La coutume peut être une source. La jurisprudence peut être une source. La doctrine peut être une source. Le droit musulman, charia, elle peut être une source. Tout ce qui peut, si vous voulez, réguler un phénomène social, mais là, on est sur le plan classique, traditionnel. Et après, on se dit, est-ce que la jurisprudence peut-elle être considérée comme une source d'une règle de droit? Est-ce que je peux dire que la jurisprudence, qu'est-ce que c'est que la jurisprudence finalement? La jurisprudence, vous savez que dans les tribunaux, il y a des arrêts, il y a tribunal,
il y a un jugement qui va se faire, et à l'occasion de ce jugement, on va dégager par exemple un principe. Et on va le garder quelque part, dans les livrets dans la mémoire du législateur, du juge, pardon, du tribunal, et on va se dire que si jamais un jour j'ai un cas analogue, similaire, je peux faire jouer tel ou tel principe que j'ai dégagé par la jurisprudence. Ça, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est l'ensemble des arrêts qui sont rendus par les tribunaux. Et vous savez qu'au Maroc, une fois tous les 2 ans, les tribunaux se réunissent entre eux, ils dégagent à l'occasion de leur jurisprudence 2 ou 3 principes généraux. Ce ne sont pas des règles de droit, ce sont des principes généraux du droit. Attention, on ne peut pas demander à un tribunal de dégager une règle de droit. Par contre, on peut demander à un tribunal de dégager un principe général du droit. Quelle est la différence? Eh bien, la différence qu'un principe général de droit, on peut ne pas le suivre. C'est un principe. Alors qu'une règle de droit, nous sommes obligés de suivre cette règle de droit. C'est ça la différence. Si on viole la règle de droit, on est sanctionné. Un principe général, on peut le suivre, tout comme on peut ne pas en tenir compte. C'est ça un principe général. Et vous savez qu'au Maroc et en France, le juge n'est pas lié par la règle du précédent. Quand on dit que le juge n'est pas lié par la règle du précédent, quand on parle de la règle du précédent, ça veut dire quelque chose, un principe général qui a été dégagé auparavant à l'occasion d'un arrêt de la jurisprudence, par exemple. Eh bien, le juge, aussi bien en France qu'au Maroc, il n'est pas obligé, il n'est pas lié par la règle du précédent. Il peut le suivre tout comme il peut ne pas en tenir compte. Ça, c'est la caractéristique de cette source qui est traditionnelle, qui est accessoire, si vous voulez, et qui peut nourrir une règle de droit, mais ce n'est pas une règle de droit. D'accord? En revanche, quand on prend le système anglo-saxon, eh bien, le système anglo-saxon, le système anglais, ce sont des gens qui sont très dans la coutume. Vous avez vu dans des films, on porte des perruques. Dans le tribunal, il y a toute une tradition qui s'est faite. Les Anglais sont très coutumiers. Le common law, ils sont très dans la coutume, dans les traditions. Eh bien, ces gens-là, la coutume pour eux et la jurisprudence plus constituent une règle de droit. Eux, ils tiennent compte de la jurisprudence. Eux, par exemple, si jamais il y a dans un arrêt qui a été jugé, par exemple, qu'une personne qui a, par exemple, je ne sais pas moi, qui n'a pas livré la marchandise, par exemple, à tel endroit, et qu'on a fait appel à une règle supplétive et la règle supplétive n'a pas été respectée, on peut lui demander de verser des dommages-intérêts. Ça n'existe pas, ça, dans le droit. Mais ça a été une jurisprudence qui a été dégagée et on a condamné cette personne à verser des dommages-intérêts. Eh bien, si 2 ans, 10 ans plus tard, le même phénomène, la même affaire se reproduit, pas à l'identique, mais plus ou moins qui se rapproche, eh bien, on va faire appel à cet arrêt de la jurisprudence qui date de, pour dire, attention, en date de, il y a eu un arrêt de la jurisprudence de M. X contre M. Y, où on avait condamné M. Y, par exemple, à verser des dommages-intérêts, puisque M. X n'a pas honoré son engagement. C'est juste pour vous donner une idée. Qu'est-ce que c'est que la jurisprudence? Eh bien, au Maroc, la jurisprudence au Maroc chez nous n'est pas considérée comme une source, si vous voulez, directe d'une règle de droit. Elle est considérée comme une source auxiliaire, indirecte de la règle de droit. Le droit musulman chez nous, il est considéré comme une source aussi traditionnelle, classique d'une règle de droit. Attention, la source traditionnelle, ça veut dire qu'on peut faire appel à cette source. Et regardez que notre droit au Maroc, il est imprégné sous le régime du rite malikite. Donc, nous avons le droit musulman qui est omniprésent, d'abord dans notre constitution. L'État marocain est un État musulman. Et vous savez très bien que le code de la famille, le statut de la famille, de l'enfant, d'un certain nombre de divorces, le mariage, tout ça, ce sont des règles qui relèvent du droit musulman. Donc, si vous n'avez pas un acte adulaire devant la doule qui obéit à la religion, au droit musulman, ben, l'acte n'est pas valable. L'acte, nous les Marocains, les musulmans, on ne va pas aller devant
les juridictions, c'est devant le maire pour aller faire un acte civil. Nous n'avons pas ce système de la laïcité du religieux par rapport au civil. Nous avons cette confusion de pouvoir entre le roi, qui est aussi bien chef de la communauté musulmane et aussi chef politique donc du royaume. Donc vous voyez bien que nous avons des sources qui sont directes, des sources qui sont indirectes, des sources qui sont auxiliaires. Tout ça, c'est qui vont dans le même sens de la création d'une règle de droit. C'est ça. Et encore une fois, la règle de droit, c'est la source de cette règle de droit, c'est l'essence même. Ça veut dire comment comment elle est formée, comment elle va être, si vous voulez, comment elle va naître, cette règle de droit. Et il y a aussi une autre source qu'on appelle la doctrine. La doctrine, ce sont les opinions des auteurs, des juristes. Par exemple, moi, aujourd'hui, je peux dégager une idée en droit qui ne va pas être considérée comme de la jurisprudence. Ce n'est pas une loi, d'accord? Ce n'est pas un arrêt de la jurisprudence, mais elle va faire partie de la doctrine, d'accord? La doctrine, ça veut dire que ce sont des opinions qui sont dégagées par des juristes qui, tôt ou tard, finiront par rentrer dans un livre, dans une opinion. Donc, ce sont des opinions qu'on dégage. Donc, nous n'allons pas rentrer dans les sources, si vous voulez, classiques. La source classique, traditionnelle, c'est, encore une fois, le droit musulman. Mais nous gardons en tête que le droit musulman constitue une source traditionnelle. Il y a aussi la coutume. La dernière fois, on en avait parlé. Je vous ai dit que la coutume peut être considérée comme une source de la règle de droit, mais ce n'est pas une règle de droit, d'accord? Puisque si jamais il y a une règle de droit qui arrive, eh ben, la coutume, elle risque d'être pas déchue, elle risque d'être inexistante. Ça veut dire que c'est la règle de droit qui va l'emporter sur la coutume. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la règle de droit, elle est formée par un corps constitué, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Elle est formée par un corps constitué, elle est générale, elle est impersonnelle, elle est normative, elle est obligatoire, alors que la coutume n'a pas toutes ces caractéristiques. La coutume, c'est tout simplement un phénomène qui va se créer dans une tribu, dans une région, dans une localité, où les gens, entre eux, vont instaurer des coutumes. Ce sont des règles, mais ce ne sont pas des règles obligatoires. Elles peuvent être obligatoires, mais elles ne sont pas sanctionnées, encore une fois. Ça veut dire que cette coutume, elle risque de disparaître du jour au lendemain. Ça veut dire que cette coutume, elle n'est pas impersonnelle, elle est juste personnelle, propre à cette tribu. D'accord? Elle n'est pas normative parce que ce n'est pas des institutions qui vont l'élaborer, c'est juste un corps constitué des gens qui vont se dire à partir de maintenant, on va faire ceci, cela, cela. Mais elle risque de disparaître. C'est pour ça qu'on dit que dans la coutume, vous avez l'élément, si vous voulez, de la répétition de la chose qui se répète. Et d'ailleurs, on dit une expression, on dit une fois n'est pas coutume. Quand on dit une fois n'est pas coutume, ça veut dire que la coutume, il faut qu'elle se répète pour qu'elle soit une coutume. Et puis, vous avez le deuxième élément, c'est l'élément psychologique.
واش كاين ما جاو هيا جات سي بون لا c'est bon والله est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes là allô Oui, madame. Oui. On a des soucis techniques d'internet à l'image de ce qui se passe évidemment et donc restez. Moi, j'ai un truc, j'ai responsable. Moi, je suis responsable. Ouais, comment il s'appelle Marie. Oui. Agenda Marie. Responsable de l'informatique. لا ماشي كاين. لا ماشي كاين. لا ماشي كاين واحد دار جديد جمع إدارة سميتو. Il y a l'informatique, c'est de la digitalisation, c'est ouvert. Comment je fais pour partager la collection des Je suis désolée pour ces coupures d'Internet parce qu'ils sont en train de refaire tout le système informatique de l'université et c'est comme ça qu'on a tout le temps des pannes. Donc, voilà. Donc, je disais qu'on va parler aujourd'hui des sources écrites. Donc, quand on parle de la source écrite, c'est tout simplement la loi. La loi et le règlement. La loi, elle émane du Parlement et le règlement, il va émaner du gouvernement. Nous allons parler donc de ces deux sources écrites qui constituent, si vous voulez, la règle de droit.
Ça veut dire que la violation de l'un ou de l'autre va entraîner des sanctions. Et nous aurons l'occasion de voir que pour éviter les sanctions, il va y avoir tout un équilibre qui doit se faire entre la loi et le règlement. Donc, dans un premier temps, on retient, je sais qu'à votre niveau, on ne va pas trop rentrer dans le détail, puisque vous avez une matière qui s'intitule le droit constitutionnel et qui va essayer, le droit constitutionnel, une matière qui va vous expliquer un peu plus les mécanismes de la loi. Et nous savons tous que la loi, d'abord, la loi étant la source la plus importante après la Constitution, parce que la Constitution, pardon, excusez-moi,
Merci beaucoup, oui. Parce que là, je suis encore une fois désolée. Voilà, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Alors, source écrite, loi et règlement, on commence d'abord par la Constitution. La Constitution étant une source interne, elle est écrite et elle est formelle. La Constitution, ce n'est pas la loi. La Constitution, ce n'est pas le règlement. Le règlement, il émane du gouvernement. La loi, elle émane du législateur. La Constitution, elle se trouve au sommet de la pyramide. C'est un texte fondamental. Je vous invite tous et toutes à avoir une Constitution chez vous à la maison. Au Maroc, la dernière Constitution, elle date de 2011. La première Constitution au Maroc, elle date de 1962. Après, c'était 70, 71, 91 et 92 et 2011. Donc, les 5 constitutions au Maroc et la dernière, elle date de 2011. Donc, elle se trouve, encore une fois, au sommet de la hiérarchie. Alors, qu'est-ce que c'est que la Constitution? La Constitution, c'est un texte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si vous voulez, organiser les institutions publiques. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans la Constitution, on va trouver, par exemple, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Et le Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement. Donc, nous avons ce qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. Par exemple, que le Parlement, il a tout un domaine, les domaines du Parlement, ça veut dire là où il peut intervenir. Ça veut dire que la loi, elle a énuméré, la Constitution, pardon, elle a énuméré, elle a établi une liste où le Parlement peut intervenir. Si vous allez dans l'article 71 de la Constitution, vous allez voir que la Constitution, par exemple, cite les domaines de la loi. Là, je lis, par exemple, tout ce qui est liberté et droits fondamentaux, c'est le Parlement qui régit les libertés et les domaines fondamentaux. Statut de la famille, l'état civil, le régime des médias, la nationalité, les procédures civiles, la procédure pénale, la relation du travail. Tout ça, c'est le Parlement. À chaque fois qu'il y a une loi qui va sortir dans ces domaines, ça doit être le Parlement qui doit l'établir. Ça veut dire que la Constitution, en énumérant dans son article 71 ces domaines, le gouvernement ne peut pas intervenir là-dedans. Par exemple, quand il y a par exemple un problème au niveau de la presse, eh bien, ce n'est pas le gouvernement qui va faire sortir cette loi, c'est le Parlement. Quand il y a un problème concernant la liberté de la circulation des individus, ce n'est pas le gouvernement qui doit intervenir, c'est le Parlement. Quand il y a un problème au niveau de la procédure, par exemple, ou le code pénal ou civil, comment on doit agir, quelles sont les procédures pour arrêter une personne, comment interroger une personne, comment juger une personne, tout ça, c'est le Parlement qui doit intervenir pour faire sortir des lois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Constitution, quand elle a établi ces domaines, et elle les a énumérés, elle les a énumérés d'une manière limitative. Ça veut dire qu'elle a dressé toute une liste. À chaque fois qu'il y a une liberté publique qui est touchée, c'est le Parlement qui doit intervenir et non pas le gouvernement. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contenter d'exécuter tout ce que le Parlement sera amené à faire sortir comme loi. C'est très important. Parce que pourquoi? Parce que dans la Constitution, on vous dit tout ce qui ne rentrera pas dans l'article 71 restera du domaine du gouvernement. Cette définition ou cette logique de dire que le Parlement intervient dans les libertés publiques, enfin, je vous invite à regarder quels sont ces domaines qui sont énumérés encore une fois dans la Constitution. Le gouvernement n'a pas le droit de rentrer, il n'a pas le droit de violer ce domaine du Parlement. Il n'a pas le droit. Il peut, et là je mesure bien mes mots, intervenir, mais par délégation. Ça veut dire que c'est le Parlement qui l'autorise de temps en temps
à intervenir à quel moment? Lorsque le Parlement est en vacances, dans les sessions parlementaires, par exemple, quand il n'est pas là et il va y avoir une crise et qu'il va y avoir quelque chose qui doit sortir d'une manière très urgente, eh bien, il va déléguer et il va donner un pouvoir, c'est ce qu'on appelle une loi d'habilitation, à autoriser le gouvernement à intervenir dans un domaine précis et pour une période assez limitée. Ça veut dire qu'on ne va pas ouvrir la porte au gouvernement pour lui dire ben voilà, maintenant vous pouvez rentrer et faire sortir tout ce que vous voulez comme loi parce que le Parlement il est défaillant. Non, parce que si vous faites ça, c'est très dangereux pour la démocratie parce qu'il faut qu'il y ait cette fameuse, que vous connaissez tous, séparation des pouvoirs. La séparation de pouvoirs, principe qui est très cher, bien sûr, à Montesquieu. N'oubliez pas qu'au XVIIIe siècle, en France, il y avait ce qu'on appelle de l'absolutisme, il y avait ce qu'on appelle de la confusion du roi à l'époque, parce que le roi pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il était en même temps pouvoir législatif, en même temps pouvoir judiciaire, en même temps pouvoir exécutif. Donc, à un certain moment, les auteurs de l'époque, fin 18e, début 19e siècle, se sont rendus compte qu'on a besoin d'un gouvernement libéral, modéré. On n'a plus besoin de cet absolutisme qui confondait les pouvoirs. Parce que quand on dit confusion de pouvoir, eh bien, on va dire qu'il y a de l'arbitraire. Il va y avoir de l'anarchie dans la gestion du phénomène social. Donner le pouvoir à une seule personne, c'est la porte ouverte à la dérive. Et par conséquent, Montesquieu, il a vu que effectivement, n'oubliez pas que fin 18e, début 19e, c'est le début du libéralisme, c'est le début de liberté, que l'individu est au centre, qu'il faut qu'il s'autodétermine. Il y a tout un principe du libéralisme du 19e siècle qu'on appelle l'âge d'or du libéralisme qui fait qu'aujourd'hui, on s'est dit il faut séparer les pouvoirs pour qu'il y ait justement démocratie, pour qu'il y ait liberté surtout. Et par conséquent, Montesquieu avait dit que de par la force des choses, si vous donnez le pouvoir à une seule personne, elle finira par en abuser. Il va y avoir de l'abus dans un pouvoir. Mais attention, si je sépare les pouvoirs, ce n'est pas pour que chaque pouvoir travaille à sa manière. Non, la séparation de pouvoir veut dire également l'équilibre des pouvoirs. Et qui dit équilibre de pouvoir dit contrôle des pouvoirs. Voilà. Ça veut dire que le Parlement et le gouvernement, chacun joue dans sa cour, ok? Mais attention, il va y avoir des contrôles réciproques qui vont se faire, aussi bien du gouvernement que du Parlement. Nous aurons l'occasion de voir comment va s'opérer ce contrôle. Eh bien, nous aurons l'occasion de voir que le contrôle peut se faire par le principe de la constitutionnalité des lois et le contrôle va se faire par le principe de la légalité de la loi par rapport à quoi? Par rapport du règlement par rapport à la loi. Je reviendrai sur ces deux principes du contrôle, de la constitutionnalité et de la légalité. C'est un autre point que nous aurons l'occasion d'aborder plus tard. Mais restons dans nos sources et on va dire que la source première d'une règle de droit, c'est écrite, c'est d'abord la Constitution qui est encore une fois un texte formel qui organise et qui fait le partage des institutions publiques. Que fait la loi? Que fait le Parlement? Que fait le gouvernement? Qui est responsable de qui? Que fait le roi aussi? D'accord? Et quelles sont les libertés que nous avons tous dans la Constitution? Encore une fois, je vous invite à regarder la Constitution et la voir sous les yeux. Alors, notre première Constitution au Maroc, encore une fois, elle date de 1962, la deuxième de 70, 72, 92, 96 et maintenant, nous sommes régis par la Constitution de 2011. La deuxième source de la règle de droit, c'est la loi. Eh bien, la loi, dans l'article 6 de la Constitution de 2011, la loi, c'est l'expression suprême de la volonté de la nation. Donc, toute personne physique, morale, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant la loi. Donc, la loi, c'est quelque chose de sacré. Donc, c'est l'expression de la volonté générale. Et encore une fois, la loi, c'est l'œuvre du pouvoir législatif. Donc, c'est le législateur qui élabore cette loi. Je vous invite à regarder l'article 70 de la Constitution de 2011 qui, encore une fois, limite
C'est une limitation du domaine de la loi. Et donc, je passerai sur la Constitution. Qu'est-ce qu'il y avait avant la Constitution de 62? Il y avait eu la loi, mais tout était concentré entre les mains du roi. Mais à partir de 62, on a compris qu'il fallait séparer le pouvoir législatif du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Bien sûr, avec la royauté qui est au centre et qui n'est pas considérée comme quelque chose, parce que le roi, il sera amené à arbitrer si jamais il y a un conflit entre ces trois institutions. Donc, la loi, il faut faire une distinction dans la loi entre ce que nous appelons les lois organiques et les lois ordinaires. Dans la Constitution, vous allez avoir que les lois ordinaires. Ça veut dire quoi les lois ordinaires? Ça veut dire que je vous dis par exemple, il est interdit de circuler par exemple au-delà en état de nudité, mais je ne sais pas exactement comment. Est-ce que la nudité pour moi, est-ce que c'est le fait de porter une culotte? Est-ce que le fait de porter un t-shirt? Ça, c'est ce qu'on appelle les modalités. Comment je vais organiser cette loi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les lois organiques. Ça veut dire, je fais sortir une loi, mais je ne sais pas comment la concrétiser. Et comme, par exemple, je vous dis que, par exemple, hein, le droit de grève est garanti dans la Constitution, c'est une loi ordinaire. On dit aujourd'hui que le droit de grève est garanti dans la Constitution. Très bien. Mais une loi organique viendra fixer les modalités de cette loi, de cet exercice de ce droit. Fixer les modalités de l'exercice de ce droit n'a toujours pas été voté à tort ou à raison jusqu'à aujourd'hui, et ce, depuis 1962. Ça veut dire que cette loi organique, on ne sait pas comment elle va être exercée. Ça, c'est la différence entre les lois organiques et les lois ordinaires. Alors, gardez en tête que certaines lois, on vote les lois organiques et d'autres lois, on les laisse comme ça vagues, qu'on appelle les lois ordinaires. Ça, c'est la loi. Donc, gardez en tête que la loi, elle est organique et ordinaire. Après ces lois, vous avez ce qu'on appelle les règlements. Alors, qu'est-ce que c'est que les règlements? Eh bien, les règlements, tous les actes qui émanent du pouvoir exécutif, du gouvernement, du chef du gouvernement, en l'occurrence le Premier ministre, toute cette panoplie, on appelle ça le règlement. Le premier règlement, c'est le chef du gouvernement, qu'on appelait avant le Premier ministre, comment il va travailler par décret. Le décret est un règlement. D'accord? Le Premier ministre, quand il prend une décision, il va la prendre par décret. Après, vous avez les ministres de pêche, de la marine marchande, de l'agriculture, de l'artisanat. Ce sont des ministres. Comment ils vont travailler, ces ministres? Eh bien, ils vont travailler par ce que nous appelons des arrêtés. Ce n'est pas des arrêts, ce sont les arrêtés. Un arrêt, relève de la cour, du tribunal. Un arrêté, c'est les ministres qui travaillent par arrêté. Après, on travaille par des circulaires. Le doyen peut, par exemple, travailler par une circulaire. Il ne peut pas travailler par un arrêté. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un premier ministre, chef du gouvernement. Donc lui, il va prendre des décisions par une circulaire, par des notes administratives. Quand il veut afficher une indication pour les professeurs, par exemple, il ne va pas prendre un décret, il ne va pas prendre un arrêté, mais il prendra une circulaire ou une décision administrative ou une note administrative pour informer le corps professoral de ce qui se passe à la faculté. D'accord? Donc, le champ d'action, encore une fois, du gouvernement, on appelle ça les règlements, et nous savons que le règlement, ce sont des actes qui émanent du pouvoir exécutif. Eh bien, le champ d'action de ces règlements, il est large. C'est très important. Il est très, très large. Il n'est pas limitatif comme celui du Parlement dans la Constitution, puisque la Constitution précise que tout ce qui ne rentrera pas dans les articles 70, 71 et 72 de la Constitution relèvera du pouvoir réglementaire.
Voilà. On ne peut pas aller plus loin que ça parce qu'il y a trop de bruit autour de moi. Je n'arrive pas à me concentrer, malheureusement. On reprendra ce cours le lundi prochain. D'accord? Et je m'arrête là. Parce que c'est impossible de travailler avec un vacarme comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Allô? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, tout à fait. Oui, c'est clair. Est-ce que vous avez reçu le lien que je vous ai envoyé concernant la règle de droit? Oui, madame. Oui, Très bien. madame. Alors, je vous demanderai… Comment? On l'a vu. Vous avez reçu. Très bien. Bon, on poursuivra ce cours le lundi prochain, comme d'habitude, de 10h30 à 12h30. Malheureusement, on ne peut pas travailler maintenant parce qu'il y a trop de travaux devant moi, autour de moi, et ça me déconnecte. C'est le cas de le dire. OK? Ok, madame, merci. Au revoir. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.